Octopus. Je m'appelle Claudia Thériault et Octopus, c'est une série télévisée au cours de laquelle nous allons vous parler d'ordinateurs, ou plutôt de micro-ordinateurs, ces appareils personnels de petit format qui se vendent de plus en plus. Le but de cette série est de vous familiariser avec l'emploi de ces appareils grâce aux informations préparées par des spécialistes en informatique. Et voici Yvon Dufour. Il représente Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas familier avec les ordinateurs mais qui veut apprendre. Vous savez que l'on trouve des ordinateurs partout depuis quelques années. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le rôle que tiennent les ordinateurs dans notre vie quotidienne. Mais combien de gens savent comment ils fonctionnent? La meilleure façon d'apprendre, c'est encore d'aller vers un ordinateur et de le mettre en marche. Je tiens à vous prévenir que je suis pas très fort en maths. Mais qui vous a dit que les ordinateurs avaient un rapport avec les mathématiques? Ordinateur sous-entend mathématiques, non? D'ailleurs, on les appelle bien calculateurs électroniques. C'est parce que les premières personnes qui ont utilisé des ordinateurs étaient des mathématiciens. Mais un ordinateur ne sert pas qu'à calculer. En fait, comme son nom l'indique, un ordinateur met en ordre. Et on peut l'utiliser pour toutes sortes de choses. Ah bon? Eh bien, allons-y. Je vais le mettre en marche. Je ne vois pas l'interrupteur. Il est en arrière de l'ordinateur. Ah? Ah oui. Voilà, ça y est. Pourquoi ils l'ont placé là? S'il était au clavier, vous pourriez l'éteindre, par erreur ou par inadvertance. Ah, évidemment, c'est logique. 31 743 bytes? Qu'est-ce que ça veut dire, des bytes? Ce sont des octets. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ce qui nous importe à présent, c'est que l'ordinateur soit prêt. Bien. Vous êtes sûr qu'il est bien branché? Il fait rien? Un ordinateur ne fait rien tout seul. C'est vous qui devez lui indiquer ce que vous attendez de lui, étape par étape. Autrement dit, il faut le programmer. Oh, je connais rien en programmation, moi. Mais ce n'est pas nécessaire. Regardez à côté de vous. Il y a un programme déjà tout prêt. Vous n'avez qu'à l'insérer dans l'ordinateur. C'est une cassette ordinaire? Mais oui. Et vous pouvez aussi la faire fonctionner sur un magnétophone à cassette qui est déjà branché sur l'ordinateur. Ah oui? Ah bon. Hein? Ça? Là, je suppose que j'appuie sur la touche play? Pas tout de suite. D'abord, vous devez dire à l'ordinateur de copier le programme contenu dans la cassette afin de le placer dans sa réserve appelée mémoire. Et comment je fais ça? Vous allez taper les lettres L-O-A-D. Ah. O-A-D. À présent que vous avez tapé votre message, vous devez dire à l'ordinateur « À toi maintenant » en appuyant sur la touche « Return ». D'autres ordinateurs ont une touche sur laquelle est inscrit le mot « Enter » qui veut aussi dire « À toi maintenant ». Ah, je vois. Return signifie « à toi ». Ah ben c'est facile. Alors, à toi Jean-Maurice. Voilà. Press play on tape 1. Je peux? Oui, allez-y. Vous devez attendre que l'ordinateur aille chercher le premier programme sur la cassette. C'est pas si rapide qu'on le dit, un ordinateur, hein? Oh, ne croyez pas ça. L'ordinateur est rapide. C'est la cassette qui est lente. Et puis l'ordinateur ne peut que suivre son rythme. Bon, ça y est. Non, ça y est pas. L'ordinateur est en train de charger ou de copier, si vous voulez, le jeu dans sa mémoire. Ça y est, c'est prêt. Bon, l'opération est terminée à présent, mais il ne se passera rien tant que vous ne commanderez pas à l'ordinateur d'obéir aux directives du programme. Et pour ça, vous devez demander à l'ordinateur d'exécuter le programme. Alors, tapez Run et appuyez sur la touche Return. Ah! Touchez une clé pour continuer. Quel est votre nom? Yvon. Et Return. Bonne chance, Yvon. Merci. Merci beaucoup.
Toucher une clé pour continuer. Ah, c'est un jeu. Un jeu de mots qu'il me propose. Ah bon, alors écrire le mot en ordre et return. Oh ben ça c'est pas difficile. École, E-C-O-L-E. Et return. Ah, ça marche, hein, c'est toucher une clé pour continuer. Là, c'est un peu plus compliqué. E-L-E. Ah ben non, c'est pas si compliqué. Logique. L-O-G-I-Q-U-E. Logique. Et return. Et voilà, ça pour ça. Mais je me demande comment tous ces mots, toutes ces lettres peuvent être contenus dans une simple cassette. Vous allez comprendre. Rembobinez la cassette. Oui. Et retirez-la du lecteur, et puis ensuite écoutez-la sur le magnétophone qui se trouve près de vous. Magnétophone. Voilà. Alors, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'entends pas les mots que j'ai pu lire à l'écran. Non, parce que ce que vous entendez, c'est le son du code binaire. Ah, le code binaire? Nous allons voir ensemble de quoi il s'agit. Si vous soulevez le châssis d'un ordinateur, vous verrez un panneau de circuits dans lequel sont branchées plusieurs petites boîtes. Chaque boîte contient une puce comprenant des milliers de circuits électriques microscopiques dont chacun peut être ouvert ou fermé. C'est le seul langage que comprend l'ordinateur. L'un de mes circuits est-il ouvert ou fermé? Une séquence de plusieurs circuits, ouverts ou fermés, peut représenter n'importe quel chiffre, ou lettre, ou symbole graphique. Et nous pouvons symboliser ces indications, ouvert et fermé, en utilisant le chiffre 1 pour représenter ouvert et le 0 pour représenter fermé. La plupart des ordinateurs peuvent représenter n'importe quel symbole de leur clavier par des 1 et des 0 en diverses combinaisons, dont le total exact est de 8 chiffres. Le langage, ou code, est donc basé sur deux chiffres, le 1 et le 0, tout comme une bicyclette possède deux roues et un biplan, deux paires d'ailes. On appelle ce code le code binaire, du latin binarius, ce qui veut dire deux à la fois. Et chacun des 1 et des 0 s'appelle un chiffre binaire, ou bit, abréviation du terme anglais binary digit. Il faut donc 8 bits pour représenter un caractère du clavier. Un tel groupe de 8 bits s'appelle un octet. Un octet est l'équivalent d'un caractère. Cet ordinateur peut emmagasiner ou mémoriser 32 000 octets environ. Cela signifie que l'on peut y introduire un programme comprenant jusqu'à 32 000 caractères, lettres, chiffres ou symboles graphiques. Tout comme un kilomètre comprend 1000 mètres et qu'un kilogramme comprend 1000 grammes, un kilo-octet comprend à peu près 1000 octets. Par conséquent, cet ordinateur a une mémoire de 32 kilo-octets ou, en abrégé, une mémoire de 32K. Mais la mémoire de la plupart des micro-ordinateurs peut être portée à une capacité au moins double à celle-là, c'est-à-dire 64K. Cela peut paraître énorme, mais ça ne l'est pas. Une page d'un livre contient en moyenne 2000 caractères environ. C'est une page qui vaut 2K. Donc, même un ordinateur de 64K ne peut emmagasiner plus de caractères qu'il y en a dans un livre de 32 pages. Et un ordinateur de 32K ne peut avoir en mémoire plus de caractères qu'un livre de 16 pages. Cependant, il faut remarquer que les caractères d'un ordinateur peuvent faire beaucoup plus de choses que ceux d'un livre. Mais ça, c'est une autre histoire. Des bits et des octets. Et ceci est un ordinateur de 32K, c'est-à-dire un ordinateur de 32 000 octets. Ah, c'est drôle, ça. Pourtant, j'ai lu 31 000 octets quand je l'ai mis en marche tout à l'heure. Comment faire pour le reprendre au début? La façon la plus simple consiste à arrêter l'ordinateur, puis à le remettre en marche. Voilà. C'est fait. J'avais raison. 31 743 bytes. Pourquoi l'ordinateur ne dit-il pas qu'il en a 32 000? C'est parce qu'il en garde toujours quelques-uns en réserve pour exécuter certaines fonctions. Ah bon?
Bon, ben, c'est bien beau tout ça, mais... j'ai perdu mon jeu de mots. À quelle place peut-il bien être maintenant? Oh, vous avez perdu bien plus que l'emplacement de ce jeu. Quand vous avez éteint l'ordinateur, vous avez effacé tout le programme qu'il avait enregistré dans sa mémoire. Vous comprenez pourquoi l'interrupteur est si bien dissimulé? Oui. Mais comment faire maintenant? Il faut reprendre toutes les opérations dès le début. Hein? C'est-à-dire rembobiner la cassette, taper Load et appuyer sur Return, puis sur la touche Play du magnétophone. Ensuite, vous taperez Run et vous appuierez de nouveau sur Return. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de façon plus rapide? Et effectivement, mais on utilise un autre moyen que la cassette. Ah, Regardez l'ordinateur Commodore 64. celui-là. C'est ça. Cet ordinateur est relié à un dispositif qui lui permet de trouver rapidement les programmes déjà préparés. Ce dispositif s'appelle une unité de disque que vous devez allumer en premier. Je suppose que l'interrupteur est à l'arrière? Oui. Ensuite, vous allumez l'ordinateur. Ah, là. L'interrupteur se trouve à droite. Voilà. Il se passe rien? Non, le Commodore 64 utilise un écran à part, donc, et vous devez l'allumer. Ah, voilà. Vous voyez l'enveloppe à côté de l'ordinateur? Oui. Elle contient une disquette. Retirez-la de l'enveloppe et tournez-la de façon que l'étiquette soit placée vers le haut. Ça y est. Assurez-vous que la fente soit dirigée vers le côté opposé à vous. Là, oui. Comme ça. Bon, maintenant relevez le volet de l'unité de disque. Oui. Ça? Vous insérez le disque dans l'unité et vous rabattez le volet. Bon, comme ça. C'est fait. Maintenant, tapez Load, L-O-A-D, guillemets. L-O-A-D, guillemets. Les Voilà. animaux, guillemets. Les animaux, guillemets. Virgule 8 Virgule 8. et Return. Eh ben voilà, c'est prêt. Alors faites Run maintenant. Run. R-U-N. Ah, les animaux, c'est joli. Le jeu consiste à identifier certains animaux. Alors, qu'est-ce que je fais? Appuie espace quand tu es prêt. Le menu. Instruction, menu de l'enseignant, image des animaux, commencer le jeu. Commencer le jeu. Alors, il faut que je devine le nom d'un animal. J'ai 6 indices. J'en choisis un. Oh, le numéro 4. Apparence. Oui. 4. Et return. Je suis verte ou brune. Il ne dit pas grand-chose. Alors faites 0 et Return afin de pouvoir choisir un autre indice. Alors, 0 et return. Bon, alors appuie sur espace quand tu es prêt. Un autre indice, attendons. L'indice numéro 1, classe. Et return. Je suis un reptile. Ah, ben là, c'est facile. Ah, le serpent. Évidemment, tout le monde sait ça. Un serpent, c'est un reptile. S-E-R-P-E-N-T. Et return. Et voilà. C'est pas ça. C'est pas un serpent. Eh bien alors je vais choisir un autre indice. L'habitat, tiens, numéro 3. Je transporte ma maison sur mon dos, alors c'est facile. La tortue, c'est un reptile? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres jeux sur la disquette? Oui, appuyez sur la touche astérisque pour voir le catalogue. La touche astérisque. La petite étoile. Ah, la disquette est vraiment plus rapide que la cassette. Hein. Est-ce que je peux y jeter un coup d'œil? Bien sûr, vous n'avez qu'à la sortir. Oui. Alors, voilà, comme ça. Ça n'a pas l'air d'un disque, hein, c'est même pas rond. C'est la réaction courante de ceux qui voient une disquette la première fois. Mais plus que sa forme, c'est la façon dont fonctionne une unité de disque qui nous intéresse. Nous avons demandé quelques éclaircissements aux spécialistes de Hewlett-Packard. Il existe principalement 2 moyens d'emmagasiner l'information. Ces 2 moyens sont, en premier lieu, le ruban et, en deuxième lieu, le disque. Le ruban peut venir sous forme de bande magnétique
ou encore de cassette. La cassette est ce qui est le plus utilisé dans le domaine des micro-ordinateurs. C'est le même type de cassette qu'on utilise pour enregistrer de la musique sur un magnétophone. Et elle est pratique car elle est construite de façon durable, c'est-à-dire dans une enveloppe de protection en plastique dur. Et son gros désavantage, c'est que les informations sont enregistrées une en arrière de l'autre. Donc, pour retrouver l'information enregistrée en fin de ruban, on doit aller d'un bout à l'autre du ruban. L'autre moyen qui existe, ce sont les disques. Et plus principalement dans le cas des micro-ordinateurs, les disques flexibles ou encore disquettes. Ces disquettes sont du même matériel qu'un ruban d'enregistrement. Par contre, ils sont beaucoup plus épais. La disquette a les pistes circulaires. Il est à noter que ces pistes n'ont pas de gravure, ce n'est pas comme un micro-sillon. Et il y a une tête magnétique qui vient lire et écrire l'information sur cette disquette. Chaque piste est divisée en plusieurs secteurs. Sur chacun de ces secteurs, on va emmagasiner une certaine capacité d'information. Un point important est la piste 0. Cette piste contient l'annuaire, c'est-à-dire toute l'information concernant tous les programmes qui sont emmagasinés sur la disquette. Donc, on peut facilement retrouver n'importe quel programme en tout temps. On remarque la forme carrée de l'enveloppe de protection de la disquette, ainsi que 3 ouvertures pratiquées au travers de l'enveloppe. La première ouverture permet l'accès aux têtes de lecture et écriture. La deuxième, celle du centre, elle est utile pour l'entraînement du disque souple à l'intérieur de sa pochette de protection. Le troisième petit trou est le trou d'index. Le disque par lui-même tourne librement à l'intérieur de son enveloppe de protection. À l'intérieur de cette enveloppe, on retrouve un matériel de lubrification. Il est important de ne jamais mettre les doigts en contact avec la disquette, c'est-à-dire soit par l'ouverture pratiquée pour les têtes, aussi ne jamais ouvrir une disquette parce que cette disquette n'est plus utilisable. On a donc ouvert une unité de disque pour vous montrer l'intérieur. On aperçoit ici toutes les parties mécaniques de l'unité de disque et plus principalement la tête de lecture et écriture qui se trouve ici en bas. C'est cette tête de lecture et écriture qui se déplace sur la disquette pour lire et écrire les informations. On va maintenant insérer une disquette à l'intérieur de l'unité de disque. La fermeture de la porte met en contact la tête avec la surface magnétique et le moteur qui va entraîner le disque en rotation dans son enveloppe. Je vais maintenant lire un programme sur la disquette. On a pu voir le moteur qui tourne, le disque qui tourne à l'intérieur de son enveloppe et les têtes se déplacer sur la surface du disque. En premier lieu, elle va chercher l'information, la première piste, la piste catalogue, pour déterminer où se trouve le programme sur la disquette. Une fois cette position déterminée, la tête va chercher l'information concernant le programme à son endroit précis. Il existe plusieurs types de disquettes disponibles sur le marché. La première est la disquette de 8 pouces. Sur cette disquette, on peut emmagasiner jusqu'à 1 million de caractères. La deuxième, qui est la plus utilisée pour les micro-ordinateurs, les petits systèmes de maison, est la disquette de 5 pouces et quart. Cette disquette permet d'emmagasiner jusqu'à 256 000 mots de mémoire. Et la petite disquette de 3 pouces et demi permet d'emmagasiner autant d'informations que sur celle de 5 pouces et quart. Dans le domaine des disques durs, on retrouve un plateau de ce type. Sur ce disque, on peut compter 5 plateaux, donc 10 surfaces de travail. Ces disques sont utilisés surtout sur les gros systèmes, car on pourrait emmagasiner sur ce gros plateau
l'équivalent de 480 de ces petites disquettes de 5 pouces et quart. Très bien. Maintenant, je sais comment charger un programme tout prêt dans l'ordinateur au moyen d'une disquette et d'une cassette. Est-ce qu'on procède de la même façon pour tous les ordinateurs? Absolument, à quelques variantes près. Finalement, bits, octets, code binaire, 1K, 32K, ça se comprend relativement bien. Mais je me demande, quand on va aborder le domaine des mathématiques, ça doit être difficile. Si vous y tenez absolument, cher ami, nous pouvons faire des mathématiques. Mais un ordinateur n'est pas nécessairement relié à ce domaine. Ah, c'est drôle quand même, hein? Moi, j'avais toujours cru que ce n'est qu'une machine, et pourtant, on dirait qu'elle pense. Là, vous touchez un point qui mérite notre attention. Allons voir ce qui se passe au cœur même d'un ordinateur. Si nous pouvions obtenir cette mystérieuse substance par distillation, que verrions-nous? Nous verrions probablement la Grèce antique et Aristote, qui fut le premier à rédiger ce qu'il appela les lois de la pensée, ou ce que nous appelons la logique. L'essence de la logique consiste à diviser tout ce qui existe en deux catégories. Est-ce ceci ou cela, pile ou face, bon ou mauvais, noir ou blanc? Il faut que ce soit l'un ou l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure dans la logique. C'est vrai ou c'est faux. C'est oui ou non. C'est ouvert ou fermé. Rentre en jeu, car ces circuits doivent être logiques, ouverts ou fermés. L'autre élément important dans la logique, c'est l'argument logique lui-même. Comme par exemple, tous les hommes grands sont minces, Jean est un homme grand. Par conséquent, Jean est mince. Si les deux premières propositions sont vraies, nous pouvons être certains que la troisième sera vraie. Par contre, s'il existe des hommes grands qui ne sont pas minces, nous ne pouvons pas être certains que la troisième proposition soit vraie. Et comme en logique, il n'y a pas de demi-mesure, si nous ne pouvons pas être certains que c'est vrai, il faut alors que ce soit faux. C'est ici que l'ordinateur entre encore en jeu, car c'est précisément le genre de raisonnement qu'un circuit électrique utilise. Imaginons qu'un circuit se présente de la façon suivante. Une source de courant, une batterie, deux interrupteurs et une ampoule électrique. On voit que le courant fourni par la batterie ne peut atteindre l'ampoule et l'allumer que si les deux interrupteurs sont ouverts. Si l'un des interrupteurs se ferme, la lampe s'éteint. Maintenant, ouvert ou fermé peut également signifier vrai ou faux. Donc, si le premier interrupteur représente la proposition numéro 1 de notre raisonnement logique, le deuxième interrupteur la proposition numéro 2 et l'ampoule électrique la proposition numéro 3, c'est seulement quand les deux premières propositions sont vraies que la troisième proposition pourra être vraie. Mais si l'une des deux premières propositions est fausse, la troisième proposition sera également fausse. Tout cela pour dire qu'un ordinateur n'est pas une machine à calculer, c'est une machine logique. Elle ne calcule pas les choses, elle raisonne d'une façon strictement logique, sans demi-mesure. Alors, si j'ai bien compris, ces ordinateurs ne sont qu'un groupe de petits aristotes électriques qui s'allument et qui s'éteignent. C'est une synthèse un peu rapide, mais assez juste. Et la nourriture qu'on leur donne avec une disquette ou une cassette est en fait constituée d'une série de raisonnements logiques. C'est exact. Les jeux éducatifs que vous avez essayés étaient tous deux basés sur des raisonnements purement logiques. Bon, je me rends compte que depuis le début, j'ai utilisé plusieurs mots anglais comme run, return. Est-ce qu'il y a une raison? Oui, il y a une raison. Les premiers micro-ordinateurs ayant été fabriqués aux États-Unis, les composants et les langages étaient naturellement en anglais. Mais depuis ce temps, les fabricants ont fait beaucoup d'efforts pour rendre les éléments disponibles dans d'autres langues, notamment en français. Et bientôt, ces petites merveilles fonctionneront entièrement en français. Bon, ben alors bravo. C'est très bien de jouer, mais on peut faire encore beaucoup d'autres choses avec un micro-ordinateur. Il y a beaucoup d'autres utilisations possibles. Au cours des semaines qui suivent, c'est ce que nous allons tenter d'illustrer. La prochaine fois, nous vous présenterons quelques applications du micro-ordinateur dans la vie de tous les jours.
De la part d'Octopus, ici Claudia Thériault qui vous dit au revoir et à la prochaine. Et ici Yvon Dufour qui, lui aussi, va vous revenir bientôt. Au revoir.